3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Vincent Juvin, c'est avec nous ce soir en plateau, stratégiste chez JP Morgan Asset Management. Bonsoir Vincent. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à David Calfon d'être à nos côtés également ce soir. Bonsoir David. Bonsoir Grégoire. Vous êtes le président de Sanso IS et Christophe Dehonte à nos côtés également. Bonsoir Christophe. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Vous êtes gérant obligataire chez CPR Asset Management. Le chiffre du jour, ce sont donc les éléments apportés par le rapport mensuel sur l'inflation aux États-Unis. Christophe, qu'est-ce qu'on peut dire alors 3,7% sur un an pour l'inflation globale. L'inflation cœur en rythme annuel passe de 4,3 à 4,1%. Quand on décompose un petit peu ces dynamiques d'inflation et les poches de pression qui peuvent rester, on voit très vite que l'attention se focalise sur la partie logement et coût du logement en général aux États-Unis. Oui. Premier point, c'est déjà l'inflation globale et l'inflation sous-jacente sont toutes les deux au-dessus du target Banque centrale qui est de 2%. Donc la Fed ne doit pas se satisfaire de ce chiffre. En revanche, on voit bien dans les dernières communications des banquiers centraux des fins de semaine dernière, début de cette semaine, qui commencent à prendre en compte le fait que les taux se sont pas mal tendus. Donc la montée à nouveau des taux, c'est pas du tout ce qui est anticipé maintenant dans le marché. D'ici la fin d'année, il n'y a plus de hausse de taux pricées au niveau de la Fed d'ici la fin d'année. Les poches de tension sur l'inflation, c'est au niveau du logement, mais c'est très dur. On sait que la réponse monétaire met du temps à se disperser dans l'économie. On est maintenant, les premières hausses de taux, c'était en début d'année dernière. On est 18 mois après, on va commencer à les sentir. On voit bien que de toute façon, les niveaux de taux d'emprunt sont... Le taux d'emprunt à 30 ans sur les mortgages, par exemple, est à 8%. Non, c'est ça. Quasiment 9% désormais. Ah oui, ça va tellement vite. Oui. Non, mais moi j'étais resté à 8 et quelques. On est déjà proche de 9% sur un mortgage 30 ans. On revient dans ces niveaux-là. Oui, bien sûr. Les coûts des cartes de crédit autour de 22% d'intérêt. Donc, il y aura un ralentissement. La Fed va en prendre compte. Forcément, c'est ce qu'on va voir. Tout le monde parle du ralentissement économique, peut-être récession l'année prochaine. Donc il faut rester prudent et les banquiers centraux vont prendre ça en compte également aujourd'hui avant de prendre une nouvelle décision. Mais ce chiffre-là ne remet pas en cause l'idée qu'on a peut-être atteint un niveau de taux directeur, de restriction monétaire suffisant à maintenir dans la durée pour... Ils sont très prudents au niveau de la Fed. Ils ont dit que maintenant, ils vont regarder au niveau des... Enfin, ça fait un certain temps qu'ils sont data dépendants, mais ils ont bien conscience qu'aujourd'hui, ce niveau de taux va être suffisamment restrictif pour amener l'inflation dans les targets. Donc, on a des projections de différentes maisons avec qui on travaille, et ces projections nous montrent que milieu d'année prochaine, aux alentours de l'été l'année prochaine, on va se retrouver autour de 2,20 au niveau de l'inflation globale aux États-Unis, et aussi à peu près le même niveau pour l'inflation cœur, pour l'inflation en Europe. Donc, d'accord. Les banques centrales vont pouvoir annoncer que globalement le job est fait. Bon. Sur cette histoire d'inflation, alors on prend encore quelques minutes pour en parler. Ça a été des chiffres tellement suivis par la communauté financière. D'ailleurs, il y a un an pile, septembre 2022, c'était le pic de l'inflation cœur aux États-Unis. On avait atteint 6,6% sur l'inflation sous-jacente annuelle en septembre 2022. Un an après, on est à 4,1% pour l'inflation sous-jacente annualisée. Moi, j'ai un peu l'impression que les marchés sont convaincus aujourd'hui que l'hyperinflation de ces 2 dernières années, c'est derrière nous. En effet, je pense qu'on peut souscrire à l'idée que milieu de l'an prochain, fin de l'an prochain, l'hyperinflation se finit. Je pense que la question aujourd'hui qui agite sans doute un petit peu les marchés obligataires, c'est quid de la tendance inflationniste au cours de la décennie à venir. Est-ce qu'on va retomber dans l'ornière qui prévalait pré-Covid, ou est-ce qu'alors on aura, pour différentes raisons, plus d'inflation ? Auquel cas, évidemment, ça doit être reflété dans les perspectives de taux d'intérêt. On l'a vu notamment ces dernières semaines, où le term premium aux États-Unis a fortement remonté. C'est un des éléments qui a tiré les taux à la hausse. Et là, c'est sans doute la question du moment. Quelle sera l'inflation tendancielle ? Pour un certain nombre de raisons, on peut estimer qu'elle sera vraisemblablement supérieure à ce qu'elle était pré-Covid. On voit qu'on a des marchés du travail qui sont tendus pour des raisons démographiques et donc structurelles. C'est une hypothèse de plus en plus centrale, parce que la discussion autour du changement de régime d'inflation structurelle, on l'a presque depuis le début, mais au fur et à mesure, des faisceaux d'indices qui s'ajoutent les uns aux autres, ça devient une hypothèse de plus en plus centrale dans un scénario de long ou de très long terme, même. C'est la nôtre, même si très franchement, on peut reconnaître qu'il y a toujours encore des risques baissiers sur l'inflation. On ne sait pas évidemment quel sera l'impact de l'intelligence artificielle sur la productivité
productivité des travailleurs, sur le travail dans son ensemble, sur l'inflation de manière générale. Il y a un certain nombre d'éléments déflationnistes qui sont toujours présents aujourd'hui. Il y a des forces des deux côtés. On a beau avoir des marchés du travail hyper tendus aux États-Unis, on a fait grand cas des mouvements sociaux qu'il y a pu y avoir, en tout cas dans quelques entreprises, mais en fait des grèves on en a peu. On a toujours très peu de gens syndiqués aux États-Unis. Donc je dirais les velléités des travailleurs de s'organiser pour réclamer structurellement des hausses de salaire restent quand même relativement faibles de ce point de vue-là. On est toujours, nous tous, collectivement, friands d'e-commerce et ainsi de suite. Et on le sait, ô combien ceci peut être déflationniste, ça va rester. On verra d'un point de vue énergétique. On a eu un choc énergétique ces 2 dernières années, mais qui a été un choc de transition énergétique. Quelque part, je veux bien accepter l'idée qu'à terme, ça devrait faire que notre énergie, mieux contrôlée localement, qu'elle soit nucléaire et ou renouvelable, on devrait a priori la payer moins cher. Voilà, je cite ici un certain nombre d'éléments. Il y a du pour et du contre. On estime actuellement, en tout cas chez JP Morgan Asset Management, que ça penche plutôt pour du 2+, quoi. Passe plutôt pour du 2+, c'est le consensus du marché. Finalement, de longues circonvolutions, Grégoire, pour arriver en effet à un target. Oui, mais c'est ce que vous dites, c'est important parce que c'est ce qui explique encore cette volatilité importante qu'on a, notamment sur les parties longues de courbe. Maintenant, c'est vraiment l'histoire des taux longs. La volatilité des taux, il ne faut pas oublier qu'on est en pleine période de quantitative tightening. La quantitative easing, si on regarde les indices obligataires Move, a baissé à peu près d'un quart durant la période de QE par rapport à ce qui prévalait avant QE. Et là, on voit que c'est fortement remonté. En toute logique, le retrait des programmes de quantitative easing devrait donner plus de volatilité sur les marchés obligataires. C'est l'une des raisons, notamment, lorsqu'on construit un portefeuille pour lequel on peut retrouver de l'intérêt pour l'obligataire, mais plus uniquement. C'est un actif qui est devenu aussi plus volatile, a priori, pour les années à venir. Oui, on n'est plus dans le même régime de corrélation. Moins, oui, ça c'est sûr. Oui. Sans même évoquer le contexte de corrélation qui est de nouveau problématique cette semaine. On va y revenir. Sur cette histoire d'inflation, David, s'il n'y a pas besoin d'y passer plus que quelques minutes, avançons. Mais est-ce que pour vous, je veux dire, c'est un risque qui est un peu derrière nous désormais, ou est-ce que on est dans une phase où la vigilance reste de mise? Je pense que la vigilance reste de mise, en fait, pour 2 raisons. Mais avant de rentrer là-dedans, juste une remarque sur la crédibilité des banques centrales. C'est que dans cet exercice-là, elles restent, aux yeux du marché, crédibles. Donc ça, c'est quand même intéressant. Il n'y a pas eu de dérapage sur les anticipations d'inflation. On regarde les taux de break-even aux États-Unis, etc. Ça reste aux États-Unis, en Europe, on a vu que ça pouvait glisser toujours un petit peu, mais il n'y a pas de gros dérapage. Pas de gros dérapage. Donc de ce côté-là, c'est déjà pas mal. Après, ce que j'ai souvent dit, c'est que de passer de l'hyperinflation à de l'inflation, ça c'est facile. De passer de l'inflation à pas d'inflation, ça c'est beaucoup plus difficile. Ouais. Et donc là, pour le coup, ce qu'il faut voir, et on voit bien avec les chiffres d'aujourd'hui, on bute un peu le rythme de ça déclin. Voilà, c'est pas linéaire. Sur 3 mois annualisés, là, ça remonte un peu. Voilà. Sur 6 mois, sur 12 mois, il n'y a pas de doute, ça baisse. Sur 3 mois annualisés, c'est pas. Tout à fait. Et c'est ce le chiffre de septembre vient un peu casser la dynamique. Ce cycle, passer de 6 à 4, facile. Passer de 4 à 2. C'est pas le même travail. Voilà, c'est un peu plus difficile. Et je pense que, moi, j'aimerais bien être très optimiste en disant ça y est, la Fed a fini. On n'est pas à l'abri parce qu'on a quand même eu un rapport de l'emploi qui est très très solide. Là, on a des chiffres qui sont, pas tout à fait dans le sens qu'on voulait. Alors. Novembre, je pense qu'ils vont se laisser le temps de réfléchir. Oui, on n'est plus dans l'urgence de 2022 où à chaque meeting, il fallait en faire toujours plus. Mais c'est pas on n'est pas à l'abri d'une surprise en décembre. Et je crois que la clé va être effectivement, ce que vous disiez Christophe, c'est la clé, c'est les conditions financières. C'est est-ce que le marché finalement a fait le travail de la Fed ? Est-ce que le marché fait le travail des banquiers centraux? Si c'est le cas, ça sera pris en compte, etc. Mais on n'est pas, on n'est pas encore totalement sorti du bois aux États-Unis. Je pense qu'en Europe, la situation est assez différente. Ouais. Je pense que là, la Banque centrale n'ira pas plus loin. La dynamique économique n'est pas la même. Le retrait de liquidité, ce que Vincent mentionnait avec le quantitative tightening, est quand même très agressif en Europe. Et on arrive à des niveaux qui, historiquement, quand les bilans se sont réduits à cette vitesse-là, ça s'est senti. Dans d'autres classes d'actifs, il y a eu des ressentis et c'est vrai que nous, notre ingénieur quantitatif chez Sanso a fait un petit travail pour essayer
de regarder de manière très quantitative l'image du marché aujourd'hui et de le comparer historiquement en analyse de proximité. À quoi ressemble, d'un point de vue de facteurs techniques, de liquidité, etc., à quoi ressemble le marché d'aujourd'hui ? Bon, malheureusement, il nous dit que ça ressemble beaucoup à septembre 2018 et un peu à avril 2012. Si vous vous souvenez de ces deux périodes, ce n'étaient pas des périodes pour les actifs risqués, ce n'étaient pas des périodes très très sympathiques. Et je crois que voilà, ce qui a agi, c'est véritablement le côté retrait de liquidité, tension du marché. On en parle beaucoup moins, mais le bilan de la BCE, il se réduit parce que la BCE ne réinvestit plus un certain nombre de ses programmes. Et puis, il y a eu aussi toute la liquidité bancaire. Il y avait eu en fin juin 500 milliards de remboursements de liquidités par les banques. Ça a fait dégonfler d'un coup, d'un seul, le bilan assez vite. Et c'est là-dessus qu'il va falloir rester quand même un peu vigilant. Oui, parce que sur la partie bilan, les banques centrales, autant elles peuvent, Christophe, avoir des discours peut-être plus équilibrés sur les taux, en fonction des positions des uns et des autres au sein des comités de politique monétaire, autant sur la question du bilan, que ce soit pour la BCE ou pour la Réserve fédérale américaine, pas question d'arrêter aujourd'hui la réduction du bilan, voire même peut-être faut-il l'accélérer, se demandent certains. Oui, alors c'est un gros sujet, étant donné que cette réduction, donc la réduction de l'APP ou du PEPP... Donc c'est les programmes BCE. C'est les deux programmes BCE. S'ils sont réduits, c'est à peu près 300 et quelques milliards de réduction de taille de bilan l'année prochaine. Au rythme actuel. S'ils sont réduits, on poursuit la réduction au rythme actuel. Donc en fait, pour les États, c'est un financement qui devra être trouvé par ailleurs. Et lorsqu'on regarde le financement après ces réductions de taille de bilan, ce quantitative tightening, on se rend compte que l'année prochaine, il y aura à peu près 160 milliards d'émissions supplémentaires absorbées par le marché par rapport à 2023. Donc en 2024, 160 milliards de plus. On arrive à 620 milliards d'émissions nettes sur le marché. Il y a deux pays qui sortent du lot par rapport à ces émissions en hausse, c'est la France et l'Italie. Et donc, ça peut être un sujet, on l'a vu avec l'écartement du spread BTP-Bund ces dernières semaines. On est passé quasiment à 200 de spread sur le taux 10 ans BTP-Bund, le spread de 10 ans BTP-Bund. Et ce spread est assez bien corrélé avec tous les actifs crédits. Donc, on sent bien que la BCE devra monitorer sa réduction de taille de bilan en regardant l'évolution des taux intra-zone euro et comment évolue le reste de la zone euro, sachant que tous les pays n'évoluent pas de la même façon. Donc, avec une seule politique monétaire, ça va être compliqué. On a déjà vu, là, depuis ces dernières semaines, on a déjà vu des mouvements de spread. On n'a plus du tout parlé depuis juin 2022, quand la BCE commence à remonter ses taux, ou juillet 2022. Le programme TPI qui doit protéger la zone euro de la fragmentation. On n'a plus parlé du spread BTP et Bund depuis ce moment-là. Non. Et là la semaine dernière, on touchait les 200 BP sur le spread italien. Bon, il se trouvait qu'il y avait des nouvelles émissions aussi sur le marché. On sait que l'Italie, l'année prochaine, ce sera 70 milliards d'émissions supplémentaires par rapport à cette année qui viendront sur le marché. Donc, il faudra trouver des acheteurs. Et ça va rester un problème. David, je pense que ça va être le sujet de 2024, parce que on a parlé de l'Europe. Aux États-Unis, dès aujourd'hui, dès cette semaine, les adjudications de 10 ans, qui étaient hier, je pense, ça ne s'est pas passé de manière euphorique. Il n'y a pas la surdemande habituelle pour le Treasuries. Il y a des acteurs qui ne sont plus là. Des acteurs étrangers, on connaît les suspects, mais l'Arabie Saoudite, Japon, Chine, tout ça, c'est des investisseurs qui n'investissent plus, qui ne viennent plus acheter la dette américaine. Mais effectivement, les banques centrales elles-mêmes ne viennent plus acheter. Et les émissions de dette, il va falloir les financer et les refinancer. Et les programmes, comme disait Christophe, sont des programmes qui sont quand même supérieurs aux chiffres de l'année dernière. Il va falloir que ça se matérialise, que l'équilibre se trouve. Et souvent, l'ajustement, il se fait par le prix. Ah oui, exactement. Oui. Quelle va être l'attitude de la demande là? Donc, si je reprends les chiffres de Christophe, il y a 300 milliards de QT ou de réduction de bilan théoriquement prévu l'an prochain en zone euro pour la BCE. Et face à ça, 160 milliards, c'est ça, d'émissions nettes supplémentaires à absorber par rapport au stock par rapport à ce qui a déjà été émis cette année. Qui va pouvoir absorber ça et à quel prix, Vincent?
Heureusement, Grégoire, sur votre plateau, il y a au moins un invité sur 3, si pas sur 2, qui vous dit que les obligations sont de retour, il faut en acheter. Donc on va espérer que collectivement, le monde de la gestion d'actifs y concourt d'une certaine manière. À nombre d'égards, c'est un message que je partage sur ce plateau aussi. Je pense qu'objectivement, on a des taux attractifs aux US et en Europe, je pense qu'ils méritent d'être abordés. À ces niveaux-là, vous dites, il n'y aura pas de problème pour émettre et vendre notre dette. Alors, en tout cas, je trouve que c'est attractif. On parle du cas de l'Italie. Je pense qu'il y a un sujet, comme l'Italie, c'est vrai, ces derniers jours, on a vu ce spread quand même remonter. L'Italie se refinance au plus haut depuis 10 ans, enfin, comme beaucoup d'États. Donc, c'est vrai qu'il faudrait être prudent. Mais enfin, bon, objectivement, si les choses ne se passent pas mal d'un point de vue fondamental, et ça reste à déterminer, si des mesures budgétaires, des réformes adéquates sont prises, a priori, les niveaux de marché sont acceptables. Et je ne présume pas de ces éléments-là, mais en se concentrant uniquement sur l'aspect taux, compte tenu du fait qu'on voit tous finalement un ralentissement conjoncturel arriver, des banques centrales ayant globalement fait le job, on est à un superbe point d'entrée. Ça veut dire qu'on est au top et que derrière, ça peut que baisser. Sauf si, évidemment, des gens sont trop créatifs d'un point de vue budgétaire. Et là, ce sera quelque chose à surveiller. Ça va être un grand moment de vérité en 2024. Je souscris tout à fait à ce que disait David. On a en Europe des élections européennes. On a toutes ces émissions que tu évoquais. On a une banque centrale qui continue à baisser le bilan. On a des efforts budgétaires à faire alors qu'on sait les Français, les Européens ne sont pas prompts à se serrer la ceinture ou à quoi ou qu'est-ce. Bon, c'est vrai qu'on a un environnement un petit peu disruptif. Donc, je ne suis pas inquiet sur l'environnemental. Je pense que c'est bien de les acheter. Mais derrière, c'est vrai que j'ai un peu les inquiétudes sur la trajectoire budgétaire d'un certain nombre d'États. Et ces derniers jours, j'ai peut-être été, on l'a vu, la réponse des investisseurs par rapport au marché obligataire est relativement faible. On voit en effet que les États-Unis ne parviennent pas à trouver suffisamment de preneurs. On l'évoquait off sur ce plateau, je vais l'évoquer en on, Bien sur sûr. le cas notamment de l'émission italienne la semaine dernière à destination du grand public, ce BTP Valor échéance de 5 ans. Relativement bien rémunéré, puisqu'on parle quand même à peu près de 4,2% les 3 premières années, 4,5% les 4 et 5e années. Ça vaut le coup, l'épargnant italien se fait pas truffer, entre guillemets, avec ce genre de rendement proposé par le Trésor. Très objectivement que c'était une bonne idée. Enfin, d'ailleurs, disons-le, le Trésor... Mais pour le Trésor italien, sans doute que c'est une très bonne idée. Mais pour l'épargnant italien, c'est une bonne idée quand même. Italien, je pense que c'est une bonne idée. Et d'ailleurs, disons en tout cas que la gestion de la dette publique en Italie, chapeau, je veux dire, c'est si leur charge d'intérêt n'augmente pas. C'est une expertise nécessaire, j'imagine. C'est pas utile, mais 17 milliards de collectés. Moi, je rapporte ça à l'échelle de mon petit pays, la Belgique, qui collecte 22 milliards sur un bon à un an. Je me dis, il y a quand même, en tout cas, c'est certainement pas le succès qu'on aurait pu escompter. Donc, c'est vrai qu'attention, les investisseurs, même les épargnants italiens, demandent vraisemblablement davantage de rendement pour l'instant. En tout cas, c'est la conclusion qu'on peut tirer de... Je ne qualifierais pas ça d'échec, mais enfin, on aurait pu espérer quand même davantage sur ce type d'émission. C'est l'idée qu'on va voir des trésors nationaux aller... alors, c'est pas nouveau, les grands emprunts, il y en a eu... régulièrement un peu partout, mais d'avoir comme ça des trésors en direct avec l'épargnant particulier, c'est une bonne idée. C'est pour l'épargnant final sur la partie taux, je ne sais pas, le 1 an belge ou le 5 ans italien, est-ce que c'était du bon papier à avoir pour un épargnant particulier, selon vous, Christophe? Le taux reste intéressant. Bon, après, il faut voir après fiscalité, etc. Bien sûr. On sait bien qu'il n'y a pas de free lunch. Voilà. En France, on l'a fait dans le passé. Il y a eu des bons directement tournés vers les particuliers. L'Italie l'a fait plus souvent, même avec des titres indexés sur l'inflation italienne. Donc ils ont plus l'habitude de le faire. Maintenant, est-ce que ça va devenir une norme l'année prochaine de façon à diversifier aussi les sources de financement? Oui, c'est ça. Dans les années 80, fin des années 90, lorsque les États ont commencé à émettre des titres indexés sur l'inflation, c'était pour diversifier les sources d'investisseurs. Donc aujourd'hui, il faut trouver de nouvelles sources, visiblement. Le financement est là, il faudra trouver les financements. Donc c'est probablement ce qui risque d'arriver. Ça peut donner des idées à d'autres États de la zone euro. Je crois que le Portugal aussi a dû émettre en direct, il me semble, c'est ça. C'est aussi une manière... Ça squeeze beaucoup d'intermédiaires quand même. Enfin, si on parle un peu de vos industries, mais ça squeeze beaucoup de monde quand même. Dans des marchés de la dette européens qui sont quand même aussi majoritairement détenus par des étrangers. Ça a quand même pour certains marchés quand même beaucoup changé ces derniers temps. C'est aussi une manière de montrer au marché obligataire qu'il est possible pour un État de faire appel à l'épargne publique pour se financer. Alors, ça ne financera jamais l'ensemble, mais enfin, c'est quand même pour moi un signe rassurant que c'est possible si on y met les formes fiscales et autres. Oui, les formes et le bon prix. Voilà. On est d'accord. C'est ce que... Bien d'accord.
fondamentalement, quand vous regardez les taux à 10 ans là aux États-Unis, c'est 4,65, on était 4,85 vendredi. Qu'est-ce que vous dites sur la valeur, la fondamentale de ces obligations du Trésor américaine, Christophe, on peut prendre l'exemple en Europe, hein, si vous le souhaitez, sachant que ce sont des papiers qui ont perdu quasiment 50% de leur valeur depuis mars 2020 maintenant. Hein. C'est historique dans l'histoire de l'univers obligataire. Hein. Alors, premier point, on en évoquait avec les autres intervenants, Vincent et David, que globalement, les banques centrales étaient quasiment arrivées à leur fin de cycle de resserrement monétaire. Donc, on est sur le haut du niveau des taux. On s'attend probablement dans les prochains mois un ralentissement des économies en Europe et aux US, même si les chiffres du chômage la semaine dernière étaient plutôt forts. On a eu l'ADP qui était plutôt décevant. Donc on voit bien qu'il y a des indicateurs qui commencent à donner des signes de faiblesse. Donc les taux aujourd'hui sur le taux 10 ans, à 4,70 aux US, 2,75 en zone euro, je trouve que ça a de la valeur dans un contexte où, alors à court terme, on est quand même dans une phase de fin d'année. Donc, on sait que la fin d'année est moins propice à prendre du risque. Donc, la qualité Bund Treasuries a du sens. Je comprends. Après, avec le ralentissement économique, ça a encore plus de sens d'aller sur du taux actuellement. On a vu cette semaine le risque géopolitique qui peut revenir. Bien sûr. Donc, ça reste une incertitude de plus. J'aurais tendance à dire, oui, il faut y aller. Après, je modérerai le propos en disant... on voit que les États auront beaucoup à refinancer. On a 10 ans hier sur les US, il y aura le 30 ans ce soir. Voilà, ça peut mener à ce qu'on a commencé à voir depuis mi-septembre, à une portification des courbes. Et c'est ça. Donc les taux longs remontent plus que les taux courts. Donc peut-être privilégier les zones autour du 5 ans. Intermédiaire, c'est ça. Exactement. Voilà. Le ventre mou de la courbe, là, c'est ça. Exactement. Le ventre de la courbe, quoi. Où là, on est peut-être soumis à un peu moins de volatilité, vous dites, ou de risque de volatilité par rapport aux parties longues. En cas il y aura moins de volatilité, et si on anticipe que les banques centrales, à 6 mois, commencent à rebaisser les taux, il vaut mieux être plus proche des parties courtes. 5 ans, c'était le Trésor italien, c'était du 5 ans, hein, c'est ça pour les particuliers. Donc, bien trouvé du Trésor italien, en effet. Bon, et puis parmi les acheteurs qui achètent moins de dettes étrangères, les Japonais. Avec cette question, est-ce que la reflation est en train de s'installer au Japon, David ? On n'en a jamais été aussi proche. Non. Depuis 30 ans. Depuis 30 ans. Non, c'est vrai que ça a été un process long et douloureux, mais effectivement. Alors, à noter, l'inflation au Japon n'a jamais atteint les niveaux d'hyperinflation qu'on a vu. Voilà, donc on est toujours resté dans des choses extrêmement modestes et modérées. Hein. Je crois que au plus haut, on au 3 quelque chose, 3, 4 peut-être, 4. Un peu plus, 4, d'accord. Mais moins de 5% d'inflation. On n'a pas dépassé les 5%. Voilà, exactement. Alors c'est vrai que la Banque centrale, c'est un peu la dernière banque centrale qui tient bon, avec une politique ultra accommodante, ce qui fait d'ailleurs de la zone du marché japonais, des actions japonaises, un marché qui est finalement très intéressant, parce qu'en termes de diversification, on voit bien que le marché ne se comporte pas du tout comme le reste du monde. Donc c'est un sujet qui est intéressant. La performance du marché japonais depuis le début de l'année est quand même assez stratosphérique, en tous les cas inattendue. Ce qui est intéressant, c'est que malgré cette performance, alors certes, corrigée de la faiblesse du yen, on revient sur des choses beaucoup plus comparables à ce qu'on peut trouver en Europe et dans le reste du monde. Mais en revanche, ce qui est clair, c'est que malgré cette performance assez spectaculaire, le marché japonais n'est pas devenu tellement plus cher que le reste du monde. On est toujours à une décote par rapport au reste du monde. Il n'y a pas d'excès de valorisation, il n'y a pas de bulle nulle part, il n'y a pas de surexcitation sur un segment de la cote ou un autre. Donc on a encore toutes les caractéristiques d'un marché qui pourrait continuer à progresser de manière assez tranquille, on va dire, d'autant plus qu'il y a 2 impacts à prendre en compte. Le premier impact, c'est un impact de flux. Il faut savoir que pour des questions beaucoup plus géopolitique qu'économique, il y a beaucoup d'investisseurs américains qui sont en train de délester leurs investissements en actions chinoises pour se reporter sur le Japon et sur l'Inde. Donc il y a des flux entrants naturels parce qu'on essaye de remplacer quand même, on essaye de capter ce qui se passe en Asie. Bien sûr. Mais d'un point de vue patriotique, financer la Chine quand on est américain, ça devient de plus en plus compliqué à défendre. Donc il y a un sujet de flux.
Et l'autre sujet, c'est que finalement, le yen est arrivé sur des niveaux qui sont tellement faibles, voilà, on ne voit pas ce qui pourrait l'affaiblir davantage. Donc c'est vrai qu'investir sur le marché japonais, on pourrait avoir également une bonne surprise du côté de la devise. Il faut pas... Oui, c'est ça. Parce que la performance, on en a beaucoup parlé, y compris avec vous autour de cette table, David, la performance des actions japonaises. C'est pas parce que ça a beaucoup monté ces derniers mois ou depuis un an qu'on est revenu, alors je sais plus, j'ai plus en tête le niveau du Nikkei il y a 30 ans, mais c'est ça, on est revenu à 40 000. C'est ça 40 000, oui. Bref, le Nikkei est au plus haut depuis 30 ans, quoi. Donc depuis la création du Walkman, comme on disait. Donc ça veut dire qu'en 30 ans, le marché a fait zéro. Mais voilà, c'est ça. Mais je veux dire, c'est pas le moment où ça doit vous inquiéter, ou en tout cas, c'est pas le moment où ça vous inquiète en tant qu'investisseur professionnel. Non, c'est encore une fois, c'est symbolique. Ouais, et c'est juste, voilà, il y a eu un énorme excès fin des années 80. On a mis 30 ans à le corriger. Quoi non, ça s'est corrigé très vite plutôt. Et derrière, on a mis 30 ans à revenir. Voilà, il n'y a pas non plus, mort d'homme, quoi. Oui. Et la Bosch peut faire déraper tout ça ou pas, Christophe? C'est là aussi si on est dans l'univers banque centrale, bon, on peut toujours se demander si la Fed en fera une dernière ou pas, etc. Mais la vraie question, c'est que fera la Banque du Japon dans les prochains mois, trimestres, au cours de l'année 2024, par exemple? Je pense qu'elle est en attente. Elle regarde un peu ce que vont faire les banques centrales, plutôt européennes, américaines. Il y a plein de banques centrales. La Banque d'Angleterre aussi. Hein. On a vu des sursauts sur la dette en Angleterre l'année dernière ou au début de cette année, je ne sais plus. Mais donc je pense qu'elle est en attente de voir un petit peu. Et elles se rendent bien compte que pour l'instant, effectivement, l'inflation au Japon n'est pas encore sur les niveaux stratosphériques. Il faut voir qu'ils ont mis plusieurs années, une vingtaine d'années à sortir de la déflation. Bien sûr. Donc eux, ils sont. Je pense qu'aujourd'hui, vu le niveau de dette, ils n'ont pas forcément envie de retomber en déflation. 3 à 4% d'inflation, c'est pas grand-chose. On est bien à 3% en zone euro, 3,7%. Donc, je pense qu'elle va prendre son temps. Pour le moment, c'est juste la gestion de la courbe des taux. Ils essayent de maintenir le taux 10 ans qui remonte tout doucement. Hein. On est à 0,77 sur le taux 10 ans. Ça remonte tout doucement, mais l'idée, c'est éviter que les taux remontent trop rapidement. Bon, c'est essentiellement des Japonais qui détiennent la dette. Donc, ça oblige à défendre le yen pour l'instant, en attendant de voir ce que feront la Fed et la BCE l'année prochaine. Quoi. Exactement. Japon, c'est un cas qui vous intéresse chez JP Morgan Asset Management, Vincent? Oui, long Japon depuis le second trimestre de cette année. Ouais, on a d'accord. Le meilleur trimestre. non, mais en même temps, alors, on prend les trains quand ils arrivent et quand ils roulent. Mais on demeure long avec conviction sur le Japon. Et du coup, vous y restez? On y reste. Je pense qu'il y a un certain nombre de bonnes raisons qui ont été énumérées. Je pourrais en ajouter un petit peu des raisons, en tout cas prospective, et je ferai même peut-être, j'ai une minute, un peu d'histoire sur le Japon. Mais bon, au-delà, on a ce coup d'accélérateur cette année, finalement drivé par la recommandation notamment de la bourse japonaise, notamment pour les entreprises encore trop faiblement rentables, avec, comme on dit en jargon, des rendements sur fonds propres qui sont trop faibles, en tout cas les insister à les booster, et le cas échéant, en tout cas, de publier les noms de celles qui ne le feraient pas. Alors on sait qu'il y a évidemment encore pas mal d'expédients qui peuvent être faits, elles sont encore assises sur les montagnes de cash, elles ont des participations croisées et ainsi de suite. Mais en débouclant tout ça, elles pourraient réellement racheter leurs actions propres et ainsi booster leur rendement sur fonds propres. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut vraisemblablement attendre d'un point de vue fondamental pour les actions japonaises au cours des quelques années à venir. Donc, intrinsèquement, il y a déjà quelque chose qui devrait se passer en termes de corporate governance. Il se passe quelque chose d'un point de vue économique. Hein. Ah oui. David l'a évoqué sur le front de l'inflation. Malheureusement, Shinzo Abe n'est plus là pour le voir, mais c'est quand même finalement le résultat de ces initiatives sur les salaires, sur l'ouverture de l'économie, sur la réforme de la C'était pas une mauvaise stratégie. Sur la réforme de la corporate governance. Il a eu tout bon à nombre d'égards. Il faut quand même le signaler. Il y a pour moi des développements qui sont intéressants au Japon aussi actuellement. Alors certes, il bénéficie aujourd'hui de la réallocation des fonds hors Chine, mais le Japon, c'était peut-être passé sous le radar, mais a quand même des caractéristiques intrinsèques, notamment d'exposition à tout ce qui touche la transition énergétique et autres, qui sont très fortes. C'est le sujet quand même du moment où depuis pas mal de temps, c'est en tout cas une expertise qui... Ils ont toujours des industries de pointe. Ils ont des industries de pointe, que ce soit la robotique, ça on le savait, que ce soit la technologie mais générale, mais... que ce soit en termes commodities sur les terres rares, que ce soit en expertise sur les batteries, que ce soit en expertise sur les pompes à chaleur, sur tout ce genre d'éléments, c'est très bon. Et puis ce ne serait pas la première fois, je fais avec ma petite parenthèse historique, que le Japon pourrait surfer sur cette vaste transition énergétique. Le succès du Japon années 70, années 80, c'était en plein la transition énergétique. L'intensité énergétique du Japon était moitié moindre que les États-Unis au début des années 70, et l'industrie et les biens industriels japonais étaient nettement moins intensifs.
je schématise, la Toyota moyenne dans les années 70 consommait nettement moins que la Peugeot, Citroën ou la Chrysler. Raison pour laquelle, finalement, l'industrie japonaise, ça a été un boom. On a vendu, l'automobile japonaise a conquis le monde à l'époque, pas uniquement l'industrie japonaise de manière générale, parce qu'elle était moins intensive en énergie et en carbone. Et ça a vraiment été un driver de performance pendant 2 décennies jusqu'à l'excès, évidemment. Ce qui est intéressant aussi d'un point de vue composition de portefeuille, c'est que cette excellente performance s'est faite avec une très faible corrélation avec le reste. On en parlait sur l'obligataire, Grégoire, notamment les corrélations qui sont un peu... Ça protège moins. Finalement, c'est-à-dire que s'exposer à ce genre de thématiques et à ce genre de marché, on espère que ça va nous aider en termes de performance, mais ça nous aide déjà en termes de corrélation. Le Japon a un pouvoir diversifiant aujourd'hui, qu'on ne trouve pas sur d'autres grandes classes d'actifs, à commencer par l'obligataire. Plus de l'aborder, et on aurait pu passer des heures de discuter des dynamiques évidemment économiques du tourisme au Japon et ainsi de suite. On le fera dans une prochaine. Non, mais alors David, je crois que c'est vous qui m'aviez donné, dans les années 80, les actions japonaises, ça pourrait représenter jusqu'à 40% des allocations et des portefeuilles mondiaux. Ça représentait jusqu'à 40% du MSCI. Du MSCI Monde, pardon. Du poids de l'indice. Voilà. On est à 5%. On est en dessous de 6. Voilà, exactement. En dessous de 6. Donc, et on a un pays, en revanche, qui flirte avec les 70%. Hein, c'est la zone Amérique du Nord, Amérique-Canada, qui représente à peu près 70% du MSCI Monde. Est-ce que, voilà, on dit souvent qu'il faut acheter des ETF, etc. Mais bon, on achète quand même la performance passée. Oui. On achète un indice. Hein, donc, il faut se méfier un peu. Un mot des actions européennes dans ce contexte, entre les États-Unis et le Japon, l'Europe. Je regardais, alors, il y a un an, on marquait un point bas sur les indices actions, développés en général. Évidemment, les prix ont rebondi pendant plusieurs mois. Et puis là, on est sur une phase un peu de consolidation, au-delà de 7000 points sur le CAC. Il ne se passe plus grand-chose depuis au moins 6 bons mois. Je regardais par contre la valorisation des marchés d'actions en Europe comparée à la valorisation des marchés d'actions américaines. Il y a un an, on était déjà sur des écarts de valorisation très importants. Ces écarts n'ont fait que grandir. On a une décote de quasiment 35% de la valeur des actions européennes par rapport aux actions américaines. Oui, tout à fait. Non, mais c'est le manque de dynamisme que vous mentionnez est quand même ahurissant. Bah oui. On se retrouve... Alors, ça rassure pas franchement, quoi. Parce que... Oui, non, mais... Alors, ça dépend comment vous voulez prendre les choses. Parce que d'un autre côté, on peut se dire aussi que, voilà, avec des niveaux de valorisation qui sont inférieurs à la moyenne à 5 ans, bon, c'est pas forcément un signal d'achat, mais ça rassure un peu quand même. Mais ça reste tactique, quoi. C'est ça le truc, c'est que ça reste tactique, ça marche 3-6 mois. Et puis un an après, on se retrouve toujours avec des valos au plus bas, quoi. Ouais, alors une décote. Voilà, en termes relatifs. Il faut voir après ce qu'on trouve dans les indices et dans les marchés. Alors c'est vrai qu'on en parlait un petit peu avant cette émission, mais la répartition sectorielle finalement explique une partie, mais pas grand-chose en fait. Voilà, donc ça c'est déjà... Même en modérant le poids de la tech aux États-Unis, on obtient des écarts de valorisation et des décotes de valorisation relative aussi importants. Mais le challenge, ne serait-ce que le dynamisme, je pense que le marché action est le reflet du dynamisme économique de la zone, malheureusement. Donc, si effectivement on a un marché de l'emploi qui a repris des couleurs, puisqu'on a des niveaux de chômage qui sont assez faibles, etc., on ne peut pas dire, on n'a qu'à regarder toutes les prévisions. Je crois que l'Allemagne a baissé ses prévisions de croissance pour l'année prochaine. Voilà, on n'est pas dans un environnement économique, on n'est pas en plein boom. Oui. Donc, après, il faut voir... C'est cohérent, quoi. Enfin, c'est assez cohérent, malheureusement. Ça reflète la réalité. Il faut voir maintenant ce que vont donner les bénéfices des entreprises. Alors, et ça, c'est véritablement le gros sujet. Hein. Le rebond l'an dernier se faisait au moment où on entrait dans la période de publication de résultats. Exactement. Là, j'ai envie de dire un peu malheureusement, j'ai l'impression que les attentes des analystes sont quand même assez élevées. Donc... on va voir si maintenant c'était justifié ou pas. Mais alors qu'on arrive donc en haut du cycle de durcissement, normalement, il y a un ralentissement économique qui se fait, il y a un durcissement des conditions financières. Est-ce que les prévisions des analystes optimistes vont se réaliser ? C'est pas gagné. On a quelques petits signaux. On a eu LVMH il y a quelques jours qui commence à montrer que finalement, le luxe... quand on ralentit, on ralentit. Hein, j'ai eu un analyste qui disait, parce qu'il y a beaucoup de papiers écrits sur le luxe, qui disait
une des raisons, c'est peut-être que les gens en ont marre d'acheter autant de produits de luxe, quoi. non, mais il y a peut-être un effet de saturation aussi à un moment. C'est-à-dire que chaque euro qu'on peut mettre de côté, à un moment, on se dit, tiens, je vais pouvoir m'acheter. Il y a peut-être un effet de saturation, simplement. Par définition, on va quand même se souvenir de ce que c'est que l'industrie du luxe. Hein. C'est quand même l'inutile. Donc, oui, et puis c'est massif. Voilà. C'est LVMH, c'est, je vois, 18 millions de clients, quoi. C'est pas 10 clients triés sur le volet. Exactement. Donc, quelque part, ça doit être représentatif de l'activité économique. Et c'est vrai que c'est un peu moins une priorité quand on sent que les temps vont devenir un peu plus difficiles. Sans doute. Sur les perspectives bénéficiaires, là, Vincent, d'un point de vue un peu macro, moi je note, alors beaucoup d'attention est portée sur la partie service, sur le plan macro, qui est en train, il y a eu le rattrapage, les effets de réouverture, etc. Ce qu'on disait, l'épargne excessive commence à être liquidée, donc on s'attend à des ralentissements marqués dans cette économie des services. Mais pendant ce temps-là, le manufacturier qui a été évidemment laminé par le Covid, le choc énergétique, etc., les enquêtes sont en train de nous dire que le manufacturier est en train de marquer un point bas et peut-être de voir une activité s'améliorer. Oui, alors je reste très prudent, et certainement dans le cas d'espèce, en tout cas de l'Europe, en ce sens que, en tout cas, du point de vue européen, il y a quand même un problème peut-être un petit peu plus structurel sur le manufacturier, qui est un problème de compétitivité. Les prix du gaz repartent à la hausse actuellement, même s'ils avaient fortement baissé par rapport à l'an dernier, ils sont quand même toujours plus hauts qu'en Chine et qu'aux États-Unis. On perd en compétitivité à cet égard. On a une législation environnementale climatique qui est fantastique, c'est super. On a cette tarification du carbone et tout ça. Et franchement, pour le climat, c'est bien, mais on est un peu les seuls à l'avoir. Depuis le début du mois d'octobre, on est rentré dans cette phase test par rapport au mécanisme de taxation du carbone à la frontière, mais c'est une phase 3 ans et on commencera à frapper ce carbone importé de tarifs douaniers qu'à partir de 2026. Donc, ce n'est pas encore quelque chose qui protège la compétitivité des entreprises. Donc, il y a ça, évidemment, qui vient affecter notre industrie. Et l'industrie, bon, en Europe, c'est l'Allemagne. Si je caricature, j'en ai un peu de France. Mais l'Allemagne, en plus, a un peu ce problème, c'est que ces biens industriels, ils trouvent pour l'instant pas beaucoup preneurs. C'est des bagnoles. Les Chinois ont une politique un peu protectionniste à cet égard pour l'instant, de dire achetez chinois, aux ménages chinois, achetez des automobiles électriques chez nous. Par ailleurs, ils les font plutôt bien. Les experts automobiles diront peut-être plutôt mieux. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu un problème pour l'industrie européenne et donc pour le secteur industriel donc on marque un point bas sur ces enquêtes, c'est normal, mais il ne faut pas imaginer... Je ne suis pas sûr que derrière, il y a en tout cas d'un point de vue économique où je peux m'exprimer, qu'il y a réellement un moment de rattrapage à attendre à court terme. Logique d'investissement, petit tour de table là, sur vos domaines d'expertise, global macro. Japon, donc on a compris, Japon, ça c'est toujours long Japon. Pour le reste, prudente de manière générale, neutre equity, conviction sur le Japon, conviction sur les US, grosse conviction sur l'obligataire. Voilà grosso modo les tendances. Equity, c'est essayer de faire aussi avoir une approche un peu défensive, dividende, large cap US, et ça peut être de la tech aussi. À certains égards, elles sont défensives. Donc voilà un petit peu la philosophie que notre stratégie. David, de notre côté, pondération action plutôt neutre, avec une préférence sur les États-Unis contre l'Europe. Voilà, donc on est un peu sous-pondéré en Europe, surpondéré aux États-Unis. Et globalement, toujours beaucoup d'intérêt pour le crédit court terme. Toujours. Pas envie de prendre de duration de ce point de vue-là. Toujours pas. Même pour la dette d'entreprise. Non, on se retrouve quand même dans un cycle qui est extrêmement classique. Donc on attend un peu d'y voir un peu plus clair. Mais normalement, le ralentissement ne doit pas être bon pour le crédit long terme. Christophe, sur la partie obligataire, là, tout le monde attend le moment de rebasculer sur des taux plus longs. On est plutôt positif, à horizon jusqu'à la fin d'année. Mais globalement, sur les parties intermédiaires des courbes, sur le crédit de bonne qualité également, le milieu du investment grade, où ça donne quand même à peu près du 4,5 de rendement, donc ça reste intéressant. Et puis sur des secteurs qui sont plutôt défensifs, pas trop consommation, les secteurs cycliques vont souffrir, mais globalement... là où il y a les marges les plus faibles, bien sûr. Mais globalement positif. Alors après, jusqu'à la fin d'année, après l'année prochaine, on verra l'évolution des financements. On aura le temps d'en reparler. On a le temps d'en reparler. On est d'accord. Un trimestre, c'est déjà un bon horizon de vision, effectivement, pour les marchés et pour les investisseurs aujourd'hui. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Christophe Dehondt, qui est à nos côtés, gérant obligataire chez CPR Asset Management, David Calfon, le président de Sanso et Vincent Juvin, stratégiste chez JP Morgan Asset Management.